et vous pouvez ouvrir les caméras, d'accord? Alors, on va voir aujourd'hui un cours très intéressant d'ailleurs en ophtalmologie. C'est un cours qui parle de cristallin. Vous savez, le cristallin est un élément important dans l'œil. C'est une lentille biconvexe qui est à l'intérieur de l'œil, située dans un plan frontal et qui est liée et qui est attachée par un ligament qui s'appelle la zonule. Alors, le cristallin, il peut être l'objet de pas mal de pathologies, de pas mal de maladies qui peuvent être vraiment, c'est-à-dire donner des conséquences fâcheuses telles que la cécité ou la baisse de l'acuité visuelle. Il faut savoir que la pathologie cristallinienne, c'est une pathologie qui occupe à peu près 50 à 60% de la pathologie dans les services d'ophtalmologie ou dans les cliniques, là où vraiment on examine les malades ou dans les cabinets, bien sûr. Alors, on va voir le cristallin. Vous savez tous qu'il est situé à l'intérieur de l'œil. Il fait partie du contenu de l'œil. C'est une lentille biconvexe, transparente. Pourquoi elle est transparente? Parce qu'elle n'est pas vascularisée. Elle n'est pas innervée non plus. Donc, c'est une lentille qui est transparente et qui permet, avec le phénomène d'accommodation, parce que le cristallin il est doté par le phénomène d'accommodation, il va essayer donc de faire converger les rayons lumineux d'un objet donné sur la rétine et par conséquent donner donc des influx nerveux par le phénomène de transduction, on l'a vu la dernière fois, et qui va, bien sûr, où l'image va être perçue par le cerveau. Il n'y a pas que la cornée qui est transparente, il n'y a pas que le cristallin qui est transparent, il y a également la cornée, on a vu la dernière fois. Alors aujourd'hui, on va voir la pathologie du cristallin. Alors la pathologie, ou les pathologies, bien sûr, il y a pas mal de pathologies du cristallin. Il faut savoir que schématiquement, moi j'utilise toujours des schémas. Alors, l'œil, avec ses parois externes, intermédiaires et internes, et avec le contenu de l'œil. Le contenu de l'œil, à savoir, il y a des liquides, l'humeur aqueuse qui est là, l'humeur vitrée qui est là, l'iris qui est là, qui sépare le segment antérieur du segment postérieur. Et là, à ce niveau-là, il y a la lentille cristallinienne qui a une forme elliptique, transparente, et qui est dans un plan, disons, vulnérable, parce qu'il est dans l'œil, il est attaché dans l'œil, il est en porte-à-faux. Mais heureusement qu'il est attaché par la zonule. Cette zonule, c'est l'équivalent de fibres élastiques et des fibres de collagène, donc qui tiennent le cristallin sur les 360 degrés. Alors ça, c'est le cristallin, et ça, c'est la zonule. Alors, le cristallin, histologiquement parlant, il est transparent. Pourquoi il est transparent? Parce que le cristallin va correspondre histologiquement à des noyaux, en gros grossissement. Ça, c'est le cristallin. Ça, c'est l'équateur du cristallin, là où il y a une insertion des fibres, donc des fibres élastiques. Là, c'est l'équateur. Là, c'est la cristalloïde antérieure et la cristalloïde postérieure. C'est le sac. On parle de sac capsulaire. Pourquoi je vous dis ça? Pour comprendre plus tard comment on va traiter quand on va opérer un cristallin, quand on va l'enlever. Donc, le sac capsulaire, on va le respecter pour pouvoir implanter un cristallin artificiel plus tard. Mais à l'intérieur, il y a deux noyaux. Il y a des noyaux. Il y a un noyau. C'est comme les grains de café. Il y a trois types de noyaux. Le noyau fœtal, le noyau embryonnaire, qui sont au milieu. Et puis, il y a le noyau adulte qui se forme à l'âge adulte. Ce sont bien sûr transparents avec le cortex qui est tout autour. Ce sont des cellules longiligne qui s'appelle le cortex cristallinien qui est transparent. Et la transparence, elle est due à une teneur d'eau
qui est constante, la substance fondamentale, elle est constante, c'est pour cela que le cristallin, il est transparent. Alors, la pathologie du cristallin ou les pathologies du cristallin correspondent à deux problématiques. D'abord, le problème de transparence. Le cristallin, il va perdre un peu de sa transparence. Et on parle de cataracte. Alors, je vais la caméra. Et il y a le problème de stabilité. Problème de stabilité qui est généralement une forme congénitale. On parle d'ectopie, d'accord, ou de forme, et on parle de microsphérophakie. Alors, vous voyez ici le problème de transparence qui est le cristallin qui devient opaque, et là, le problème de forme, la microsphérophakie, parce que le cristallin il va perdre un peu de sa forme elliptique, comme on a vu ici, il va être vraiment arrondi, circulaire, d'accord, comme le bouchir. Et puis, il y a les problèmes, bien sûr, de stabilité. Il y a le phénomène, ce qu'on appelle d'ectopie ou de déplacement du cristallin. Donc, ce sont les deux grandes pathologies, ou les trois grandes pathologies qui touchent le cristallin, l'opacification du cristallin ou la perte de la transparence, et le déplacement du cristallin, et l'anomalie de forme du cristallin. Donc, on va les étudier une par une, et avec un peu de détails, mais pas trop de détails, parce que les détails, c'est pour les spécialistes. Alors, ici, c'est une coupe anatomique. Vous voyez, voilà, il y a le lens ici, la lentille cristallinienne, il y a la cornée qui ne sont pas donc vascularisées, qui sont transparents, et voilà la chambre antérieure, il y a l'iris, et bien sûr, il y a ce qu'on appelle la dernière fois l'axe visuel qui passe par le centre du cristallin. Il faut que tout soit transparent, sinon on va perdre un peu de l'acuité visuelle jusqu'à le problème de la cécité. Alors, commençons par la cataracte. D'accord? Donc, premièrement, la cataracte. Alors, c'est quoi la cataracte? La cataracte, c'est une perte de transparence qui peut être partielle ou totale de cette lentille et qui va engendrer donc une baisse de l'acuité visuelle parce que la lumière ne passe pas convenablement dans l'œil et donc l'image n'est pas formée sur la rétine et là, donc la visualisation ou la perception de l'image de l'objet donc devient floue, parfois elle est donc absente parce qu'il y a une cataracte blanche totale. Alors la cataracte, il y a plusieurs étiologies. La première étiologie la plus fréquente, surtout chez nous en Tunisie, c'est la cataracte sénile, c'est la cataracte due à l'âge. À partir de 65 ans, chez toutes les personnes, moi et vous, on peut donc développer une cataracte par un vieillissement du tissu cristallinien, des noyaux, du cortex. Il y a une teneur d'eau qui va changer. Dans notre jargon, et le main, c'est vrai parce qu'il y a une augmentation de la teneur d'eau dans la lentille cristallinienne. Elle peut être congénitale, la cataracte, donc on est né avec un cristallin opacifié qui peut être partiel, total et qui se développe et qui évolue vers la gravité, vers la diminution de la transparence, mais on peut naître avec une cataracte totale qui peut être unilatérale ou bilatérale. D'autres types de cataractes, la cataracte post-traumatique, quand on reçoit un traumatisme, que ce soit un traumatisme contusif ou avec une solution de continuité, c'est-à-dire il y a une plaie, il y a les cataractes pathologiques suite à une uvéite ou une inflammation ou à une tumeur oculaire ou à un diabète ou à une prise médicamenteuse telle que la corticothérapie au long cours par voie locale ou par voie générale.
Donc, ce sont les étiologies de la cataracte. On va commencer, on va prendre comme forme type la cataracte sénile, parce qu'elle est la plus fréquente dans le monde et particulièrement sous nos cieux, c'est-à-dire en Tunisie. Là, bien sûr, c'est une coupe du cristallage, comme je vous l'ai schématisé ici. Vous voyez les noyaux ici, le noyau embryonnaire, le noyau fœtal, le noyau adulte, et là, c'est le cortex cristallinien, et ça, il y a la cristalloïde antérieure et la cristalloïde postérieure qui forment le sac capsulaire. Ça, c'est la zonule ou le ligament zonulaire, c'est-à-dire les fibres élastiques et de collagène qui, ces fibres elles-mêmes, peuvent subir un vieillissement, peuvent subir une sénilité et peuvent donc être atteints par donc, cette vieillesse et ça va aboutir à une fragilité, voire donc un déplacement, ce qu'on appelle un déplacement acquis donc, du cristallin, et ce sont les complications qu'on verra tout à l'heure. Ça va? Il voit bien? Alors, la pathologie de transparence, on va prendre comme type. Ça va. On va prendre comme type d'étude, c'est la cataracte sénile. Alors, selon l'OMS, selon l'Organisation mondiale de la santé, la cataracte sénile se définit comme une perte partielle au total, généralement bilatérale, asymétrique, de la transparence de la lentille cristallinienne. Donc, c'est à partir de 65 ans, selon l'OMS. Mais chez nous, parce qu'on vit dans un pays très ensoleillé, on peut avoir une cataracte sénile où l'âge est inférieur à 65 ans. On peut l'avoir même à 60 ans. On peut l'avoir même à l'âge de 55 ou 56 ans pour les gens vraiment exposés, bien sûr, à quelques facteurs extérieurs, donc d'environnement, tels que le soleil. On parle, dans ces cas-là, de cataracte pré-sénile. Alors, c'est la première cause de cécité chez les personnes âgées en Tunisie. En plus, je crois que c'est l'activité la plus importante dans les centres d'ophtalmologie, dans les blocs opératoires. Donc, c'est à peu près 60% de l'activité chirurgicale dans les services d'ophtalmologie tels que le nôtre, ici, au CHU Habib Bourguiba de Sfax. Il y a plus de 60%, on fait à peu près entre 1500 et 2000 cataractes par an. Alors, sur le plan thérapeutique, le traitement il est exclusivement chirurgical. Il n'y a pas de traitement médical de la cataracte. Donc, le traitement, c'est chirurgical. Il faut ôter, il faut enlever ce cristallin opacifié et mettre à sa place un cristallin artificiel ou un implant intraoculaire. Non opéré, il y a pas mal de cas qui viennent très, très tardivement. Bien sûr, la complication majeure, c'est la cécité, et surtout quand il s'agit d'une cataracte bilatérale. Donc, les gens viennent aveugles. C'est pour cela que on prévoit parfois et on organise des caravanes de chirurgie de la cataracte pour essayer donc d'amener les gens sur place. On amène des trucs donc portatifs, microscopes, tout ça, un bloc opératoire carrément qu'on déplace et on opère les patients donc chez eux. Et on a fait pas mal de caravanes de chirurgie de la cataracte dans vraiment des zones, dans des petits patelins. Et les gens y ont bénéficié, ils ont recouvré donc la vue. Non opéré, bien sûr, il y a des complications parce que la cataracte opérée à temps, l'acuité visuelle, elle est réversible. Elle est réversible à 100%. Mais quand il y a des complications, on peut assister à des complications irréversibles, telles que la baisse de l'acuité visuelle, telles que la cécité, telles que le glaucome, telles que parfois les douleurs. Mais il n'y a pas de récupération visuelle. Donc, il faut savoir faire le dépistage. Alors, le dépistage,
c'est un problème donc, médical, généralement. Il faut toujours mettre dans l'esprit que la médecine commence toujours par le dépistage des maladies pour prévenir les complications et pour les prendre en charge à temps. Alors, vous voyez le cristallin ici sur une maquette. Le cristallin, il est suspendu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc par la zonule. Là, le cristallin, voilà, quand il est opacifié, la lumière ne passe plus et donc la macula n'est pas excitée par la lumière et il y a une baisse importante de l'acuité visuelle. Alors, bien sûr, c'est un vieillissement physiologique du cristallin parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a parce qu'il y a un enrichissement d'eau au niveau du cristallin et des protéines et des lipides et du calcium dans le cristallin, ce qui va donc engendrer une perte de l'architectonie du cristallin et entraîner une cataracte et une baisse de l'acuité visuelle. On peut avoir une mort cellulaire dans ces cellules-là et donc la cataracte. Bien sûr, associé à cette perte de la transparence, il y a la fragilité zonulaire. La fragilité zonulaire qui va entraîner parfois une luxation ou une subluxation. Voilà l'image de la cataracte. Alors, je disais que c'est la première cause de cécité. C'est plus que 60% des activités. Les résultats sont bons, généralement, qui avoisinent 95%. Il y a quelques facteurs favorisants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des facteurs favorisants tels que les rayons de soleil. C'est pour cela que chez nous, en Tunisie, notre pays est très ensoleillé et donc le cristallin qui peut être cataracté à un âge inférieur à 60 ans et on parle de cataracte pré-sénile. Le diabète également. D'ailleurs, le diabète, il peut entraîner, donc, il peut favoriser ou accélérer la cataracte sénile. Et on parle de cataracte sénile précipitée par le diabète. Comme le diabète lui-même, il peut entraîner une cataracte diabétique chez des jeunes personnes, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint 65 ans. La myopie également. La myopie est un facteur favorisant de l'apparition de la myopie. La prise médicamenteuse, comme je l'ai dit, la corticothérapie par voie locale, surtout par voie locale, mais également par voie générale. Et là, entre parenthèses, j'ouvre les parenthèses pour vous dire qu'il y a l'automédication, généralement l'automédication pour les patients, surtout pour les enfants qui ont tout ce qui est allergie oculaire. Donc, ils mettent des collyres ou des pommades corticoïdes et ça peut entraîner donc une cataracte et donc ça peut accélérer une cataracte chez des personnes âgées. Donc, il faut se méfier de la corticothérapie surtout par voie locale et également par voie générale. Le tabagisme, la malnutrition également dans les pays très très pauvres. Bon, en Tunisie, nous n'avons pas cette forme étiologique. Alors, sur le plan clinique, le diagnostic il est très facile. Le diagnostic il est très facile juste par l'interrogatoire. Alors, l'interrogatoire, une personne âgée de 65 ans et plus, il va signaler, vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, en ophtalmologie, le maître symptôme. Le maître symptôme en ophtalmo, c'est quoi? C'est la baisse de l'acuité visuelle. Donc, ici, pour la cataracte, c'est la baisse de l'acuité visuelle, mais qui n'est pas brutale, qui est progressive, qui est bilatérale, qui est asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un œil qui est touché plus que l'autre. Donc, le patient, il va consulter, il va vous dire, voilà, docteur, j'ai un œil droit qui ne voit pas très bien, qui voit flou, on dirait un voile devant mon œil. Également, l'autre œil suit donc le premier œil, et donc ça, c'est un signe qui va évoquer, bien sûr, la cataracte. C'est un tableau très progressif. Parfois, le patient il va signaler une petite diplopie, il voit double au niveau d'un œil, d'accord? Parce que le cristallin, il a touché une partie, donc la perte de la transparence, une partie du cristallin, donc le patient, il va voir double, mais c'est rare. Une myopie acquise. Également une myopie acquise, parce qu'on parle ici de myopie d'indice, c'est-à-dire que le cristallin, il va changer son indice de réfraction et on peut se situer devant une petite myopie de -1 ou -2 dioptries chez une personne qui, jusqu'à cet âge-là, n'avait rien du tout comme trouble de réfraction. Parfois, il perçoit des taches sombres ou des halos colorés.
Un examen facile, un examen de débrouillage, si on ne dispose pas de lampe à fente ou truc, c'est-à-dire on va un peu dilater la pupille par des collyres et on va projeter de la lumière, comme vous voyez ici, de la lumière. Donc généralement, si le cristallin il est transparent, on va percevoir une lueur, ce qu'on appelle une lueur pupillaire. C'est-à-dire cette lumière-là qui va pénétrer dans l'œil du malade à travers son cristallin et cette image de cette lueur va être perçue par le docteur, par l'ophtalmologiste, par le médecin. Et il va percevoir, le médecin, une lueur pupillaire donc, qui est ronde, qui est rose et qui traduit donc un cristallin transparent. En cas de cataracte, il y a une perte de la lueur pupillaire et c'est un signe en faveur. Mais l'examen clé, c'est l'examen à la lampe à fente qu'on dispose dans les services d'ophtalmologie et dans les cabinets. C'est primordial. L'examen au biomicroscope, on parle de biomicroscope et les externes qui vont passer en ophtalmologie, ils vont voir dans le service, il y a une vingtaine de lampes à fente pour l'examen des patients hospitalisés et les patients en consultation. Et c'est un examen biomicroscope, c'est-à-dire l'ophtalmologiste, il va regarder avec les deux yeux, donc une vision panoramique, et avec un agrandissement de la surface oculaire, en plus, il va voir des coupes, c'est-à-dire il va voir donc des coupes, la cornée, la chambre antérieure, la pupille, le cristallin, et bien sûr, pour examiner le fond de l'œil, il doit mettre donc une lentille qui va agrandir. Mais juste avec la lampe à fente, une lumière avec agrandissement et avec un examen donc, de profil pour voir les différentes couches de l'œil et on va regarder le cristallin. Alors le cristallin, bien sûr, on va le regarder après dilatation de la pupille. La pupille doit être dilatée, doit être bien dilatée par une médication, d'accord, qui va agir sur le système sympathique et parasympathique de la pupille qui est richement innervé par une innervation sympathique et parasympathique. Donc, on va dilater, mais avant de dilater, il faut voir le réflexe photomoteur. C'est très important, c'est-à-dire voir l'état neurologique, parce que le cristallin est peut-être cataracté et associé à d'autres pathologies neurologiques. Donc, il faut s'assurer que le réflexe photomoteur, il est présent, et puis dilater et voir le cristallin en totalité. Généralement, après une bonne dilatation, on voit le cristallin sans pouvoir voir la zonule, parce qu'elle est très équatoriale, donc on ne la voit pas, sauf dans des cas où il y a une pathologie associée de la zonule, telle que des complications. Mais quand le cristallin, pour la cataracte sénile, il est en place, généralement, on ne voit pas la zonule. Et là, on va voir le cristallin, le degré de sa transparence et également la forme étiologique ou la forme clinique de la cataracte, parce que là, on peut tomber sur une cataracte totale blanche, soit une cataracte partielle qui touche les noyaux. On parle de cataracte nucléaire, juste une cataracte ici, mais qui est, ma foi, très gênante, parce que le rayon lumineux ne passe plus, avec un cortex qui est transparent. Ou le contraire, on a une cataracte qui touche le cortex avec des noyaux qui sont transparents, les noyaux. Alors, les noyaux sont comme des grains de sable, comme des grains de café. Et là, le cortex, il est opacifié. On parle de cataracte corticale. Parfois, la cataracte touche la capsule postérieure. On parle de cataracte capsulaire. Donc, tout ça se voit avec la lampe à fente, avec cette bonne visibilité par le biomicroscope. Bien sûr, l'examen, il ne va pas être limité à l'examen du cristallin. Il faut faire un examen complet. Le réflexe photomoteur, comme je l'ai dit, voir également la pression intraoculaire. Vous savez, la pression intraoculaire, comme on a vu la dernière fois, elle est située entre
11 et 21 mm de mercure. C'est l'ophtalmotonus normal. La cataracte compliquée peut s'associer avec une hypertonie oculaire. Nous sommes d'accord. Donc, il faut toujours prendre la pression de l'œil. Il faut examiner, bien sûr, la cornée, le degré de la transparence, pour une approche pronostique. Examiner le fond de l'œil, s'il est visible, parce que si le cristallin n'est pas cataracté totalement, on peut le garder le fond de l'œil. Mais si on ne voit pas le fond de l'œil, à ce moment-là, il faut passer aux examens complémentaires. Aux examens complémentaires, bon, c'est vrai, il y a des examens qu'on ne fait pas vraiment systématiquement, tels que le champ visuel, tels que la vision des couleurs. On ne les fait pas, mais si on les fait, on va trouver quand même quelques anomalies, telles qu'un scotum, une contraction des isoptères, une diminution de la sensibilité et de la capacité visuelle, vision des couleurs également, mais c'est rare de demander un examen. Mais c'est surtout un examen échographique. Si le cristallin est opacifié totalement et on n'accède pas au fond de l'œil, à la macula, à la papille, au vitré, à la jonction rétino-vitréenne, il faut pratiquer une échographie bidimensionnelle pour explorer le fond de l'œil. Parce qu'imaginez, si le patient présente avec la cataracte un décollement de rétine, il faut lui dire, voilà, on va vous opérer la cataracte, mais vous avez un décollement de rétine qu'on va peut-être opérer en même temps, ou c'est un décollement qui est stade vraiment très avancé, où donc la récupération visuelle n'est pas parfaite. Donc, parfois, c'est plus dangereux une tumeur intraoculaire, telle que surtout le mélanome malin de la choroïde. C'est la tumeur la plus fréquente chez les personnes âgées, la tumeur oculaire la plus fréquente et la plus dangereuse. C'est une tumeur maligne. Donc, on fait une échographie et si on va vraiment suspecter un mélanome, l'attitude va changer. Il faut peut-être explorer par une IRM, voire traiter un traitement, c'est-à-dire conservateur ou un traitement radical. Donc là, vraiment, c'est... Et si on oublie de faire l'échographie et on opère le malade et on va tomber sur un mélanome, ça pourrait être une faute médicale. Parce qu'une chirurgie de la cataracte sur une tumeur oculaire, ça peut aggraver la situation, ça peut entraîner des métastases locales, corrégionales et parfois à distance. Donc, il faut toujours prévoir donc, une échographie bidimensionnelle à la recherche de pathologie du segment postérieur. Donc, c'est systématiquement, il ne faut pas se hasarder, même dans les caravanes où on opère des centaines de cataractes, l'idéal, c'est de faire une échographie. Parfois, devant l'affluence des patients, on ne le fait pas, mais c'est très grave. C'est-à-dire, si on va tomber sur un mélanome et le patient va porter plainte, parce que là, il y a des métastases, tout ça, donc on peut être vraiment condamné pour une faute médicale. Donc, vous voyez ici une cataracte totale blanche où le fond de l'œil n'est pas visible. Et vous voyez ici une échographie B où il y a un décollement de rétine. Et je vous montrerai tout à l'heure également des échographies où il y a quand même des tumeurs intraoculaires. Bien sûr, ça c'est le tableau d'optotype, c'est pour calculer, pour chiffrer l'acuité visuelle. On peut passer d'une acuité visuelle qui est un peu abaissée de 1 ou de 2e, comme on peut avoir une acuité visuelle donc, qui est limitée à la perception lumineuse. Alors la perception lumineuse, sur les fiches de patients, on va voir PL comme ça, c'est la perception de la lumière. C'est très important avant d'opérer une cataracte blanche totale, parce que si le patient il ne voit pas la lumière, c'est un mauvais pronostic. Parce que même si la cataracte est blanche totale, il y a toujours une perception lumineuse, à petite luminance ou à grande luminance. Donc, c'est un examen qu'il faut faire, d'ailleurs qu'il faut faire dans les 4 cadrans de l'œil. Donc, on va projeter de la lumière ici, ici, ici et là. Et si le patient, par exemple, présente un décollement de rétine, si la perception lumineuse elle est plus ou moins, parfois on n'opère pas.
Ou parfois, le patient il doit signer un consentement pour lui dire, voilà, votre cas, il est un peu délicat. Alors, une fois la cataracte est diagnostiquée, il faut l'opérer. Bien sûr, il faut l'opérer. Ce n'est pas tous les cas de cataracte. On va opérer une cataracte partielle à 5-6 dixièmes. Généralement, on hésite à l'opérer, sauf si le patient vraiment il est demandeur, sauf si le patient il est intellectuel, sauf si le patient vraiment... Mais généralement, on opère les malades à 2-3 dixièmes, d'accord, parce qu'il y a également une perte de la vision, une perte ou une diminution de la vision de près, on peut les opérer. Mais si on ne les opère pas, si la cataracte sénile, si le patient présente une cataracte sénile unilatérale ou bilatérale, et les parents ou ses enfants ne l'amènent pas chez l'ophtalmo, parce qu'il est âgé, il a des problèmes de santé, il est taré, là, bonjour les dégâts et bonjour les complications. Alors la première complication, bien sûr, c'est la cécité, c'est tout à fait normal, parce que le patient, il ne voit plus rien. Donc c'est une complication qui, heureusement, est récupérable et réversible si le patient est traité à temps avant l'apparition des complications. Mais s'il y a des complications, on peut ne pas avoir une récupération comme on peut maintenant, avec le progrès de la chirurgie, tout ça, on peut quand même ramener l'acuité visuelle, mais ce n'est pas une acuité à 10 dixièmes, c'est-à-dire le patient, il peut revoir, peut avoir une vue, mais pas une force visuelle ou une bonne acuité visuelle. La première complication, c'est la cataracte intumescente. Alors, la cataracte intumescente, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que la cataracte, c'est une augmentation de la teneur d'eau. Alors, cette teneur d'eau va tellement augmenter dans la cavité cristallinienne, parce que là, il faut savoir qu'au niveau du cristallin, la partie antérieure est formée par ce qu'on appelle l'épithélium antérieur du cristallin. Alors cet épithélium-là, il va être lâche. Il y a des anomalies. Donc, l'échange entre les murs aqueuses et le cristallin va augmenter. Le cristallin, il va être chargé d'eau, il va augmenter de taille et de poids par cette eau. Et on parle d'une intumescence cristallinienne. Alors pourquoi je vais refaire ce schéma-là? Parce que cette intumescence cristallinienne, elle ne va pas se limiter au cristallin lui-même simplement, mais il va retentir sur cette partie-là, ce qu'on appelle la chambre postérieure, l'iris et l'angle iridocornéen qu'on a vu la dernière fois, qui est l'angle qui permet de décharger ou d'évacuer l'humeur aqueuse, qui est utilisée par le cristallin et par la cornée et qui est responsable de l'ophtalmotonus. Et on va voir ici un blocage avec une augmentation de la pression intraoculaire qui peut aller jusqu'à 60 ou 70 mm de mercure, c'est-à-dire supérieur à 21 mm de mercure, qui est le chiffre requis pour une pression intraoculaire normale. Et le patient, à ce moment-là, il va consulter en urgence parce qu'il a mal et associé à la baisse de l'acuité visuelle ou à la perte de l'acuité visuelle. Et ce sont les deux maîtres symptômes en ophtalmologie qui sont la baisse de l'acuité visuelle ou la cécité et la douleur. Parce que maintenant, il y a un ajout qui est un symptôme très important qui est la douleur. Alors, la douleur, très importante,
parce qu'elle est due à cette hypertonie oculaire qui peut atteindre même 60 mm de mercure, même plus. D'accord? Donc, il va amener le patient à consulter même à 2 heures du matin. Il va réveiller sa famille, il va aller à l'hôpital, réveiller le résident de garde pour qu'il le prenne en charge convenablement et pour le préparer à une chirurgie. Donc, l'examen, il est facile. C'est comme un œil qui est très dur. On va toucher l'œil par une palpation bidigitale. C'est très dur dû à l'hypertonie. Il y a une chambre antérieure ici qui est vraiment étroite parce que le cristallin, il va pousser. L'angle, il est fermé. Et le cristallin, généralement, c'est une cataracte totale, comme on la voit ici. Donc, avec un iris qui est, donc il y a une perte de réflexe photomoteur, il y a un blocage de l'iris, généralement, un blocage en semi-midria. C'est l'équivalent de glaucome par fermeture de l'angle, c'est le même tableau. Vous voyez ici une cataracte totale et une cataracte intumescente. La deuxième complication, également, qui peut être due à la cataracte intumescente, c'est l'augmentation donc du volume, bien sûr, mais du poids. Le poids du cristallin, il va augmenter par cette teneur d'eau, et la zonule, avec l'âge, elle a subi déjà un vieillissement, et avec l'âge et le poids, le cristallin, il peut être luxé ou subluxé, comme dans ce cas-là, et à ce moment-là, on va visualiser la zonule et la fragilité zonulaire, parce que le cristallin, il a perdu un peu de sa stabilité, il est déplacé en haut, en bas, à droite, à gauche, et là, vous voyez ici un cristallin qui est subluxé, il est un cristallin qui est subluxé, ici c'est un cristallin qui est luxé. Dans la chambre antérieure, il est opaque et il est luxé. Également, ici, c'est un cristallin qui est subluxé. Alors, on revient sur la luxation rapidement. Le patient peut avoir une complication de cette luxation ou subluxation en arrière. Et donc, le cristallin, on va le voir dans le vitré. Mais le patient, il peut récupérer une certaine acuité visuelle parce que là, la lumière va repasser. Parce que le cristallin cataracté, il est passé de son plan frontal qui cache l'axe visuel, il était opaque, au niveau du segment postérieur. D'ailleurs, je vais vous parler à la fin du cours, l'histoire de la chirurgie de la cataracte. Il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 4000 ans de maintenant, pas des médecins, mais des charlatans, ils ont découvert cette attitude de cristallin qui tombe dans le vitré et le patient va récupérer. Et ils ont développé une certaine technique, plus ou moins chirurgicale, c'est la technique de bascule du cristallin. Avant l'apparition, bien sûr, de la chirurgie réglée, la bascule du cristallin, donc on pique le cristallin ici, au niveau de la cornée, par un pic, par un petit instrument, et on va exercer au cristallin une force, il va rechuter en arrière et le patient il va recouvrer la vue, mais avec des complications. Mais les patients qui n'ont pas eu de complications, ils vont recouvrer donc la vue. Donc c'est une technique ancienne qui est la bascule de cristallin. Généralement, le patient il va revoir, parfois il est content, mais parfois il y a quelques complications parce que le vitré ici va passer dans la chambre antérieure. Il va fermer l'angle, obturer l'angle iridocornéen. On peut assister à des phénomènes d'hypertonie oculaire. Il a des réactions inflammatoires parce qu'il faut savoir que le cristallin, il n'est pas vascularisé. Donc, il va se comporter comme un antigène. Parce que les vaisseaux de la rétine, les vaisseaux de la choroïde ne reconnaissent pas
le cristallin et on va avoir donc une réaction auto-immune, inflammatoire. Et on parle d'uvéite phaco-antigénique. On va la voir tout à l'heure. Sinon, le cristallin, il peut basculer en avant, comme ce cas-là. Vous voyez ce cas-là? Il va basculer ici. Le cristallin qui était là, il va basculer dans la chambre antérieure. Et quand il bascule dans la chambre antérieure, le tableau, il est très brouillon. À la différence du tableau de la luxation postérieure, qui est un tableau pas très brouillon, et le patient peut ne pas consulter, il vient après. Par contre, la luxation antérieure, c'est un tableau très brouillon, il va donner une douleur atroce, une douleur importante au niveau donc, de l'hémiphase, au niveau de l'orbite, par une augmentation de la pression intraoculaire et parce que le cristallin, il va ici toucher, il peut être enclavé dans la pupille, donc il va exercer une pression au niveau de la pupille, de l'iris, qui est richement vascularisée, et ça peut entraîner. Et là, c'est une chirurgie en urgence. Donc vous voyez, le patient a une cataracte, l'idéal c'est de le ramener en consultation pour être opéré à froid, mais quand il y a des complications, l'admission doit être urgente pour être opéré en urgence. Et les résultats ne sont pas vraiment fameux. Là, vous voyez ici un cas de luxation, presque une subluxation postérieure, et vous voyez ici la lueur pupillaire. Vous voyez ici la lueur, parce que le cristallin était là, il bouchait ou il fermait donc cette pupille, et quand il va être luxé, le patient il peut revoir. Et d'ailleurs, c'est la technique de bascule de cristallin qu'on utilisait avant, et même elle est utilisée maintenant en Afrique noire, en Afrique donc, saharienne, et des gens qui paient pour ça, pour avoir cette bascule, parce qu'il n'y a pas d'ophtalmologiste, il n'y a pas de centre, et on peut avoir donc une récupération, mais ma foi, il y a pas mal de complications. La cataracte morganienne, c'est également une complication, c'est-à-dire le cristallin avec ses noyaux embryonnaires et fétals, noyaux adultes, le cortex, il va subir ce qu'on appelle une liquéfaction et tout va tomber au niveau du bas-fond du sac capsulaire. Bien entendu, le patient il peut récupérer une acuité visuelle, d'accord? Mais également, c'est une urgence parce que là, la lumière peut passer. Mais là, c'est une urgence parce qu'il y a la zonule qui peut subir donc une luxation, une subluxation, et bien sûr avec toutes les réactions inflammatoires, ce qu'on appelle la cataracte morganienne. Vous voyez ici, au niveau de cette photo-là, vous voyez le cortex cristallinien, et tout ça, c'est les noyaux, le noyau cristallinien, d'accord, les trois noyaux d'ailleurs ensemble, embryonnaire, fœtal et adulte avec le cortex, et également ici vous voyez, mais c'est un tableau qui prédispose à une luxation du cristallin parce qu'il y a également une fragilité très importante de la zonule et de la capsule. Vous voyez ici une luxation chez une femme, voilà, le cristallin, il va perdre donc de sa stabilité. Et on voit à chaque mouvement, donc là, c'est une urgence, il faut opérer, sinon le cristallin, il va entraîner des dégâts. Le glaucome phacolytique, comme je l'ai dit là tout à l'heure, le glaucome phacolytique, c'est que le cristallin, l'épithélium antérieur du cristallin, il devient très perméable. Voilà, l'iris, le cristallin, là, avec cet épithélium antérieur qui devient très perméable, et on peut avoir une sortie des cellules corticales vers l'humeur aqueuse. Ça va entraîner d'abord une réaction inflammatoire parce que ce sont des cellules qui vont se comporter comme antigènes, parce qu'ils ne sont pas vascularisés, donc ils ne sont pas reconnus par
par le système immunitaire du patient. Donc, ils vont entraîner une réaction phaco-antigénique. On parle d'uvéite phaco-antigénique. Et on parle également de glaucome phacolytique. Pourquoi glaucome? Parce que les cellules corticales vont boucher l'angle iridocornéen, là où il y a le trabéculum. D'accord? Le trabéculum, ce sont des mailles qui ne vont pas donc, faire passer ces macrocellules, et donc ça va entraîner un glaucome secondaire, un glaucome phacolytique. Donc également ici, le traitement, il est urgent, médical d'abord, puis chirurgical. Une cataracte calcifiée, je vais vous montrer tout à l'heure, une cataracte calcifiée qui est, disons même ossifiée, hein, c'est de l'os. Le cristallin ici, il va être vraiment calcifié. La membrane antérieure et postérieure, c'est du calcium, c'est de l'os. C'est très dur, c'est une cataracte qui évolue et qui entraîne, à part la cécité, donc qui entraîne vraiment un traitement qui va être très très difficile parce que le cristallin, il devient vraiment très opaque et très dur. Le syndrome exfoliatif également, au niveau de la capsule antérieure, il y a une exfoliation, ce qu'on appelle une prolifération cellulaire, ce qu'on appelle une exfoliation, qui va remplir ici la face antérieure du cristallin, et les cellules de l'exfoliation peuvent passer au niveau de l'angle, et on parle de glaucome exfoliatif, un glaucome exfoliatif qui est difficile à traiter, et il faut à ce moment-là opérer le malade sur sa cataracte, et parfois, si le traitement médical n'améliore pas donc le patient, donc il faut opérer également le glaucome exfoliatif ou pseudo-exfoliatif. Alors, on a vu ces complications-là, de la cataracte sénile qui est la plus fréquente en Tunisie. Le diagnostic, il est facile. Même la chirurgie, elle est facile. Maintenant, les résidents de première année peuvent opérer une cataracte. Donc, chaque ophtalmologiste, il doit vraiment être compétent en matière de chirurgie de la cataracte. Parce qu'on en fait beaucoup, à peu près entre 1500 et 2000 cataractes par an à notre hôpital. En Tunisie, on fait plus que 10 000 cas par an. Donc, les gens, ils ont appris la chirurgie de la cataracte qui peut être faite en 20 minutes, 25 minutes. Le traitement, généralement, l'anesthésie, généralement, elle est locale, loco-régionale, même parfois avec des gouttes, ce qu'on appelle l'anesthésie topique. Nous sommes d'accord? Et les techniques chirurgicales, ils ont vraiment connu beaucoup de progrès. C'est-à-dire, je vais vous montrer tout à l'heure l'histoire de la chirurgie de la cataracte qui a commencé avant 2000 ans de Jésus-Christ, c'est-à-dire 4000 ans avant cette époque-là. Et donc, il a connu pas mal de progrès. Maintenant, on fait la chirurgie sans suture. La chirurgie avec une récupération le même jour ou le lendemain. La chirurgie sans pansement. Donc, c'est une chirurgie qui se fait facilement. Mais il faut dépister et opérer le cristallin à temps. Alors, le principe de la chirurgie du cristallin, c'est extraire le cataracte, extraire le cristallin. Généralement, si le cristallin il est stable dans sa zonule, donc on va extraire juste les noyaux, le cortex, une partie de la capsule antérieure et laisser une capsule postérieure. Pourquoi? Parce que il faut mettre un cristallin artificiel. C'est comme la chirurgie, je ne sais pas, orthopédique. On va enlever un genou, il faut mettre donc un genou artificiel. Sinon, ça ne marche pas. Donc, le cristallin, il doit être remplacé par un cristallin artificiel, par une prothèse. Et la prothèse, l'idéal, c'est de la mettre dans sa position naturelle, initiale, qui est ici, dans le sac capsulaire. Mais bon, on va mettre un cristallin artificiel. Il faut savoir que le cristallin, il est doté par l'accommodation.
D'accord? L'accommodation qui permet une bonne acuité visuelle de près. Généralement, à 80% des cas, le cristallin artificiel n'est pas doté par cette compétence qui est l'accommodation, mais il y a beaucoup de progrès pour améliorer les matériaux. Donc, il y a les cristallins multifocaux, enfin les implants multifocaux. Il y a des cristallins qui peuvent donc entraîner un peu d'accommodation au niveau de la partie périphérique, mais ce n'est pas encore au point. Alors, mais de toute façon, opérer le malade et puis lui donner une correction de près pour avoir, donc, pour lire facilement, pour la vision de près. Alors, il faut bien sûr opérer la cataracte, enlever tout ça, et puis mettre un implant intraoculaire dans le sac capsulaire, ici. D'accord? Qui va être dans le sac capsulaire, l'idéal. Et la cataracte, comme je vous l'ai dit, elle a connu beaucoup de progrès. Avant, c'était la chirurgie manuelle, c'est-à-dire on va aspirer le cristallin manuellement par une canule. Donc on va ouvrir 4 ou 5 ou 6 mm ici. Donc on va ouvrir, faire une incision ici, au niveau de la périphérie de la cornée, ouvrir et faire extraire le cristallin et puis mettre un cristallin artificiel. Donc c'est une technique qui est généralement, la technique manuelle, elle est généralement délaissée. C'est de très rares cas, sauf les cas compliqués de luxation, de subluxation où on n'a pas de support capsulaire, mais généralement elle est délaissée, sauf pour les cas. Mais pour les cristallins stables, même les cataractes blanches totales, c'est maintenant la chirurgie mécanisée par les ultrasons. C'est la phacoémulsification. La phacoémulsification est une chirurgie de pointe qui permet une ablation ou l'extraction du noyau et des masses avec une incision qui ne dépasse pas 2 mm et qu'on peut ne pas suturer. Donc c'est une chirurgie sans suture. Nous sommes d'accord? Donc c'est une chirurgie où on va ouvrir un peu, 2 mm, même moins parfois, introduire une sonde qui va émettre des ultrasons, qui est commandée par une machine et par une pédale, c'est la sonde ici, et puis on va extraire le noyau, les masses, et puis on va mettre un implant pliable. Dès que c'est pliable, il va se déplier dans l'œil. Là, voilà, je vais vous montrer une petite séquence vidéo. Donc, vous voyez la petite incision. On va colorer la capsule antérieure pour pouvoir donc travailler sur le noyau, l'enlever. Vous voyez, on va, voilà, colorer. C'est une coloration. Et on va faire ce qu'on appelle le capsulorhexis. On va découper la capsule. D'accord? C'est une pince à capsule. C'est facile, ça se fait sous anesthésie topique ou anesthésie locale. On peut faire même une dizaine de cas par jour au service, même plus. Hein. Et dans les caravanes, on fait à peu près parfois une centaine ou plus de ce type de cataracte. Mais ça demande quand même une machine qui est assez onéreuse, qui est assez chère et qui demande des entretiens, qui demande des packs à usage unique. Donc ça coûte cher. Mais ça donne des résultats. Voilà la machine. Mais ça donne des résultats qui ne sont pas... voilà. Voilà, on va introduire la sonde d'ultrason. Vous voyez? D'accord? Vous voyez bien? Vous pouvez me répondre si vous voulez. Hein? Vous voyez les séquences ou pas? C'est bon? Oui, c'est très bon, bien, très bien, très bien. Alors voilà. Voilà, le noyau est en train de faire des sillons par la fosse ou des ultrasons. Ce sont des ultrasons. Nous sommes d'accord? C'est une sonde, c'est à peu près 1,5 mm de diamètre. Voilà. Je vous laisse regarder. C'est une chirurgie qui est très séduisante. Et maintenant, tout le monde, même les résidents première année, donc ils peuvent l'apprendre facilement. Bien sûr, il faut être
il faut bien apprendre la technique, hein, parce que la moindre complication peut entraîner des effets néfastes pour l'œil. Hein. C'est-à-dire on peut avoir une luxation de ce noyau. Vous voyez, c'est un noyau dur. Hein. Bon, c'est une cataracte un peu particulière. Je vous l'ai montré parce que quand même, elle est très explicite. Hein. Vous voyez le noyau, comment on va le fracturer, le noyau en 4 morceaux. Mais ma foi, il va y avoir des progrès où on peut phagocyter les noyaux par du laser ou par une technologie qui plus tard, peut-être dans 20 ans ou 50 ans, on va améliorer cette technologie. Alors, mais ça, c'est une technique qui va amener à une récupération qui va jusqu'à 10 dixièmes. Hein. Les gens sont très contents après la chirurgie parce que là, c'est un patient qu'on a opéré dans le service d'ailleurs. C'est un patient qui était aveugle, hein. Il était monophthale, donc il n'a que cet œil parce qu'il a perdu l'autre œil au cours d'un traumatisme. Et donc là, vous voyez, la technique c'est d'aspiration. Donc aspiration et broutage. Donc il va brouter, il va manger. Il mange, il aspire. Hein. Il mange, il aspire. D'accord ? Vous pouvez, quand vous passez dans le service pour votre stage d'externat, vous pouvez quand même assister au bloc opératoire et voir directement en ligne, en direct, ce type de chirurgie qui est le pain quotidien de tous les ophtalmos. Maintenant, hein, il y a tous les ophtalmos, ils opèrent des malades comme ça toutes les semaines. Hein. Parce que là, en Tunisie, vous voyez maintenant, on voit l'allure pupillaire. L'allure pupillaire, on la voit ici. Voilà. Oui, l'allure pupillaire. Et ça, c'est la lentille. Hein. C'est le cristallin artificiel qu'on va mettre dans une cartouche. On va le plier. Voilà, il est facile. Il est en PMMA. Voilà. Il est flexible et on va le déplier. Voilà. Vous voyez, il est souple. C'est un cristallin qui est souple. Voilà, on va le mettre dans le sac. Si vous voyez ici la capsule hein, qui est découpée. Voilà la capsule qui est découpée. Voilà. Et c'est fini. Hein. Même cette suture-là, cette incision, on ne va pas la suturer. Alors, les complications, bien entendu, les complications, on va les traiter. Médicalement, les anti-inflammatoires. Quand il y a une hypertonie, c'est les antiglaucomateux. Et bien sûr, le chirurgical, c'est l'extraction obligatoire du cristallin. Le pronostic pour les cataractes traités à temps, cataractes séniles traités à temps, il est bon, il peut atteindre jusqu'à 95% de résultats et réservé, bien sûr, s'il y a des complications. Il faut savoir que, étant donné que 60% de l'activité, c'est la chirurgie de la cataracte, il faut savoir que notre pays, quand même, il y a beaucoup de vieilles personnes qui ont dépassé 65 ans, donc il y a pas mal de cataractes, les gens parfois ne consultent pas, parfois n'ont pas les moyens de transport, parfois n'ont pas les moyens financiers. Donc, on organise des caravanes qui sont organisées par le ministère de la Santé, des caravanes dans les zones où il n'y a pas dépourvu d'ophtalmologistes, tels que Gafsa, Gbelli, Sidi Bouzid, Kef, même à l'étranger, il y a également des organismes de bienfaisance, Rotary Club, Lions Club, et on organise des caravanes de chirurgie de la cataracte. Il y a également Ned el-Bassar, c'est un club international et qui organise, mais basé en Tunisie, hein, tout ce qui est donc les présidents et le comité, c'est des Tunisiens, mais il a un rayonnement international et on a organisé pas cette année parce que là il y a le coronavirus, mais chaque année on organise des sorties. 3-4 sorties en Afrique, telles que le Sénégal, Mauritanie, Mali, la Guinée, l'Afrique du Sud. Même on est allé en Palestine, en Libye, en Irak, et on a participé à la chirurgie de la cataracte et on a quand même été responsable de la récupération visuelle chez pas mal de patients. Alors on va passer maintenant le deuxième type de cataracte. Le deuxième type de cataracte, c'est la cataracte congénitale.
La cataracte congénitale, c'est une opacification du cristallin partielle ou totale, unilatérale ou bilatérale. Donc, c'est une atteinte qui se développe in utero, nous sommes d'accord? Et l'enfant, quand il est né avec cette cataracte surtout. Cette cataracte, quand elle est totale ou même elle est partielle, il y a un signe pathognomonique de la cataracte congénitale, c'est la leucocorie. La leucocorie, c'est une pupille blanche. Vous voyez ici, la pupille, elle est blanche. Là, c'est une leucocorie bilatérale, ça c'est unilatéral, ça c'est unilatéral également. Donc, le diagnostic, il est facile. Mais malheureusement, le diagnostic d'une cataracte congénitale devrait être fait à la naissance. C'est-à-dire, à la naissance, moi personnellement, j'ai assisté à la naissance de mes enfants. Nous sommes d'accord. Alors, quand l'enfant est né, on le ramène au service de néonat, on va disons, un peu l'oxygéner, le nettoyer, voir, l'examiner. On va examiner tout. Parfois, sauf les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Donc, l'enfant, il a ce blépharospasme. Donc, il va fermer les yeux par la lumière. On va, donc, le médecin accoucheur, le pédiatre, la sage-femme, les infirmières tout autour, ils vont examiner tout, sauf parfois les yeux. Alors, il faut être vigilant. Vous êtes médecin pédiatre, médecin généraliste, médecin gynécologue. Donc, il faut toujours vérifier l'état des yeux, parce qu'il n'y a pas que la cataracte congénitale, il n'y a pas que la leucocorie qui peut être vue, il y a pas mal de pathologies congénitales au niveau des yeux, mais pourvu que ouvrir les yeux, donc tenir les deux paupières, ouvrir pour voir est-ce qu'il y a une pathologie qui parfois saute aux yeux. Parfois, une leucocorie, elle peut être visible à l'œil nu et à la naissance. À ce moment-là, on a fait le diagnostic très précocement et l'enfant devrait être pris en charge immédiatement. Immédiatement, l'enfant devrait bénéficier d'un examen immédiatement, c'est-à-dire ce n'est pas le même jour, mais dans la semaine, dans le mois. Il ne faut pas le laisser à l'âge de 4-5 ans pour qu'il vienne consulter avec ses parents ou les parents qui découvrent cette leucocorie. Donc, il faut que l'enfant soit examiné, que le nouveau-né soit examiné. Parfois, on a recours à l'anesthésie générale. Il faut faire toujours une échographie parce que la leucocorie peut cacher autre chose également. Peut cacher une tumeur intraoculaire congénitale, le rétinoblastome. D'où l'examen de l'enfant sous anesthésie générale parfois et l'examen du fond de l'œil, si on peut accéder au fond de l'œil, sinon par une échographie oculaire pour voir s'il y a une tumeur derrière. Et une fois la cataracte est diagnostiquée, l'enfant devrait être pris en charge et opéré à temps pour cette cataracte. Généralement, on fait une extraction de la cataracte. Parfois, on met un cristallin artificiel. Parfois, on ne le met pas, mais on le met après, à l'âge de 4-5 ans, ce qu'on appelle une implantation secondaire. Mais peu importe, c'est-à-dire que l'enfant devrait être diagnostiqué et pris en charge à temps. C'est-à-dire que l'enfant devrait être examiné à la naissance. D'ailleurs, chaque enfant, chaque bébé, chaque nouveau-né devrait être examiné sur le plan oculaire, c'est-à-dire examiner, écarter les paupières, voir convenablement, parfois faire une dilatation, parfois faire une échographie. Et au moindre doute, il faut envoyer l'enfant à l'ophtalmologiste. Il ne faut pas quand même dire la baisse et puis ça peut cacher une pathologie qui peut être mortelle. C'est vrai, la cataracte, on peut l'opérer et l'enfant, il va récupérer l'acuité visuelle, mais s'agit-il d'une tumeur? Parce que la tumeur peut donner une leucocorie. Et ça, c'est une tumeur congénitale qui peut être mortelle. Et ça, c'est grave. Donc, retenir que le bébé, le nouveau-né, devrait être examiné convenablement à la naissance. Et je fais appel à vous, aux médecins pédiatres, aux médecins généralistes, aux externes, d'examiner ophtalmologiquement, oculaire, donc l'examen oculaire par écarter les paupières et voir. Parfois, on a recours à des écarteurs
pour bien voir le fond de l'œil. Parfois, c'est l'anesthésie générale. La cataracte post-traumatique. Alors, la cataracte post-traumatique, le tableau, il est évocateur. Le patient, il a eu un traumatisme, un accident de la voie publique, une agression, un coup de poing. Il a quelque chose au niveau de la face, comme ça, ici. Il a une échymose. Donc, il faut toujours que cette patient bénéficie d'un examen ophtalmologique dans un service spécialisé et faire un examen complet de l'état oculaire, la tension oculaire, le fond de l'œil, chercher bien sûr un décollement de rétine, hémorragie intravitréenne, un corps étranger intraoculaire. Vous voyez ici, il y a une hernie de l'iris, une cataracte blanche totale, une subluxation du cristallin, une atteinte donc de l'iris. Ici, une cataracte vraiment avec un état oculaire déchiqueté. Donc, une cataracte post-traumatique, généralement, c'est unilatérale, généralement, mais on peut avoir une lésion bilatérale. Donc, il faut toujours hospitaliser en urgence le patient, faire à la limite un scanner pour à la recherche de corps étranger intraoculaire, faire le bilan lésionnel, préparer le malade sous anesthésie générale et bien sûr l'opérer, c'est les mêmes techniques chirurgicales. Bien sûr, c'est la phacoémulsification, s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas de luxation, s'il n'y a pas de subluxation, et donc opérer le malade et mettre un implant intraoculaire et bien sûr un suivi du patient, un suivi à long terme, à moyen et à long terme pour vraiment dépister s'il y a des complications, surtout les complications du segment postérieur en post-traumatique. Nous sommes d'accord. Mais la chirurgie, c'est la même, c'est comme dans la cataracte sénile. Hein. Les autres étiologies de la cataracte. Bon, il y a pas mal d'étiologies de la cataracte. Il y a ce qu'on appelle la cataracte compliquée. Un patient qui a des uvéites à répétition peut développer une cataracte. Un décollement de rétine non opéré peut développer une cataracte. Une tumeur intraoculaire telle que ici, vous voyez ici, l'échographie a montré une tumeur intraoculaire et qui est cachée par une cataracte. La cataracte peut être secondaire, donc compliquée, c'est-à-dire secondaire à des pathologies locales de l'œil. Nous sommes d'accord? C'est les cataractes compliquées, donc il faut toujours faire un bilan lésionnel de la cataracte. Vous voyez ici, c'est une patiente qui est myope, qui a développé un décollement de rétine et n'a pas consulté. Elle a développé une cataracte totale blanche qui est surtout nucléaire. Vous voyez le noyau ici. Donc, et là, il faut les admettre et les opérer, les prendre en charge si, bien sûr, il y a une récupération. Les cataractes pathologiques ou secondaires au diabète, à la corticothérapie, j'ai fait allusion tout à l'heure à l'allergie oculaire, surtout chez les enfants. J'ai dans la mémoire pas mal d'enfants qui viennent pour une cataracte et également pour un glaucome. Et le glaucome, c'est beaucoup plus grave parce que le glaucome entraîne une baisse d'acuité visuelle qui peut être irréversible suite à une prise, une automédication par la corticothérapie. Donc, il a une conjonctivite allergique et il va chez le pharmacien, il va lui dire, voilà, donnez-moi un collier. Le pharmacien ou l'aide de la pharmacien ou le vendeur va lui donner donc du Sterdex ou du Maxidrol ou du PND, sont des traitements à base de corticoïdes qui soulagent, hélas, qui soulagent, mais qui peuvent entraîner des complications. C'est-à-dire qu'ils soulagent et l'enfant il est soulagé, les parents sont soulagés, ils vont donc avoir un stock de corticoïdes et à chaque fois que l'enfant il a une réaction allergique, donc on va lui mettre pendant des années et il va développer une cataracte qu'on va opérer, bien entendu, et arrêter la corticothérapie. Mais quand ça touche le nerf optique par un glaucome, ça devient grave. Ici, les uvéites, vous voyez l'uvéite ici, les synéchies postérieures entre le cristallin et la pupille et l'iris. Ça, c'est un stigmate de l'uvéite. Il y a également les malnutritions, mais on ne les voit pas ici en Tunisie. Maintenant, on a vu les cataractes, les différentes étiologies, la prise en charge de la cataracte. Maintenant, on va voir les autres pathologies du cristallin. Les autres pathologies du cristallin, il y a d'abord la stabilité. On parle d'ectopie. Donc, il y a un déplacement, une luxation, mais ce n'est pas une luxation dans le cadre d'une maladie de la cataracte sénile. C'est une ectopie, c'est un déplacement généralement congénital
C'est un déplacement congénital de la lentille cristallinienne. Un déplacement qui peut aboutir à une luxation dans le segment antérieur, dans la chambre antérieure ou dans la chambre postérieure, mais c'est une fragilité, c'est un trouble de l'anomalie du déplacement, donc de la stabilité du cristallin, qui est secondaire à une fragilité zonulaire. Pourquoi fragilité zonulaire? Parce que généralement, c'est généralement dans des tableaux de maladies de système qui touchent tout ce qui est fibres élastiques et fibres de collagène. Tel qu'il y a deux maladies. Enfin, il y a une maladie, c'est le syndrome, la maladie de Marfan. C'est une maladie de système où la morphologie de l'enfant, elle est particulière. Ce sont des enfants qui sont grands de taille, vous voyez, en plus c'est une maladie familiale, hein, et avec grands de taille, donc ils sont longilignes, avec une élasticité donc des articulations et des muscles, parce que là, il y a un trouble au niveau des fibres élastiques de tout le corps. Et ça entraîne une ectopie cristallinienne par une fragilité zonulaire. Ici, vous voyez la zonule. Les fibres zonulaires qui sont là. Il y a une fragilité parce que là, c'est un ensemble de fibres élastiques. Et c'est une fragilité qui va entraîner un déplacement du cristallin. Vous le voyez ici. Donc, une fragilité zonulaire qui va entraîner une ectopie et une fragilité zonulaire. Alors, c'est une maladie qui peut être isolée, il faut le dire. Hein. Il y a des cas où on n'a pas de cette maladie de Marfan. Il y a d'autres maladies également. Mais c'est surtout cette maladie qu'il faut toujours suspecter. Nous sommes d'accord? C'est une maladie qui va entraîner une subluxation du cristallin. Généralement, le diagnostic, il va se faire à l'âge préscolaire ou à l'âge scolaire. C'est-à-dire l'enfant, ils vont signaler une baisse d'acuité visuelle. Parfois, ils ne signalent pas, mais il y a un certain retard scolaire. C'est pour cela qu'on exige en Tunisie un examen ophtalmologique avant la scolarité, c'est-à-dire avant l'âge de 6 ans, pour dépister des lésions de ce type-là. Nous sommes d'accord? Mais parfois, l'enfant n'est pas examiné à temps et cette luxation va entraîner des complications telles qu'une luxation au niveau de la partie antérieure de l'œil ou au niveau du segment postérieur de l'œil. Souvent, il y a une hypertonie oculaire. Ces patients-là également, il faut voir le fond de l'œil parce qu'il y a des lésions de la périphérie de la rétine. Un examen du fond de l'œil de la périphérie rétinienne, il s'impose parce que parfois, les enfants viennent avec une luxation ou subluxation, avec un décollement de rétine, avec une hypertonie oculaire. Et on en a vu des cas qu'on a pris en charge, mais le pronostic n'était pas fameux. En plus, quand il s'agit de cette maladie de Marfan, il faut toujours faire bénéficier ces enfants-là par une échographie cardiaque parce qu'on peut avoir des lésions au niveau de la carotide, au niveau de l'aorte, pardon, et il faut être vigilant par rapport à l'anesthésie générale. Donc, il faut être vigilant, il faut que le cardiologue ou le réanimateur sache que cet enfant présente un trouble au niveau de l'aorte. Parfois, on peut assister à un anévrisme de l'aorte. Donc, c'est des enfants qu'il faut faire bénéficier d'un examen complet, un examen général. Une autre pathologie, mais maintenant, ce n'est pas l'ectopie, c'est la microsphérophakie. C'est l'anomalie de forme. Alors, la microsphérophakie, alors le cristallin, dans ce cas-là, il n'est pas elliptique comme ça. Le cristallin, il est rond, comme le bouchir. Donc, il va entraîner parfois un blocage. Parce qu'il est rond, donc il a un diamètre très petit. Donc, il a un diamètre très petit. Parfois, il entraîne un blocage de la pupille en myosis et ça va entraîner une hypertonie oculaire. Parfois, parce qu'il est petit, donc le rayon il est petit,
il va donner une myopie très importante qui dépasse 20 dioptries chez des enfants. Donc, vous voyez ici l'image. Donc, un cristallin normal, il est elliptique comme ça. Et un cristallin microsphère opaque, il est arrondi, comme le bouchia. D'accord? Il est sphérique, avec un petit rayon qui va entraîner une augmentation de la myopisation de la dioptrie cristallinienne. D'accord? Associée également à une fragilité zonulaire. Donc, ce sont des enfants qui présentent une microsphérophakie. Généralement, ce sont des maladies, la maladie de Marfan ou cette maladie-là, elle entraîne une atteinte bilatérale. Et on va également faire bénéficier de ces enfants-là un examen morphologique complet, et il y a un syndrome qui est très fréquent, comme la maladie de Marfan dans l'ectopie, c'est le syndrome de Weill-Marchesani. Alors, le syndrome de Weill-Marchesani, par rapport au syndrome de Marfan, alors les Marfans, ils sont comme ça, ils sont longiligne. D'accord? Avec des doigts qui sont très longs. Le Weill-Marchesani, ce sont des enfants de petite taille, avec des doigts boudinés, schématiquement, de petite taille. C'est une maladie qui est familiale. Vous voyez ici, ces enfants-là, ils sont de petite taille, ils sont trapus, avec une musculature qui est très développée, et avec des doigts qui sont boudinés, et des orteils également, et avec une luxation, et une microsphérophakie. Donc, c'est le syndrome de Weill-Marchesani. Donc, il faut faire toujours un bilan, bien sûr, étiologique, un arbre généalogique, voir si la famille, si les enfants, si les parents ont cette symptomatologie, et il ne faut pas oublier le conseil génétique pour tout ce qui est congénital, cataracte congénitale, Marfan, Weill-Marchesani. Il faut leur dire, voilà, généralement, il ne faut pas se marier entre vous de mariage consanguin et dépister donc des cas semblables, parce qu'on risque d'avoir des enfants qui sont touchés par cette maladie-là et qui peuvent devenir donc malvoyants. Il y a ici, au sud tunisien, même en Tunisie, il y a des familles de Marfan, il y a des grandes familles de Marfan, il y a des quartiers de Marfan. Donc, il faut faire vraiment attention à ces maladies-là, maladies génétiques qui peuvent être transmises d'une façon vraiment héréditaire. Donc, ici, bien sûr, le traitement de ces deux syndromes, c'est un traitement généralement médical, surtout qui va agir sur la pression de l'œil, sur la tension intraoculaire. On va essayer, si le cristallin il est octopique, mais il est plus ou moins stable, surveiller, parce que mieux vivre avec son cristallin clair, transparent, parce que généralement, les microsphérophaques ou les ectopies, généralement, ce sont des cristallins transparents, mais parfois, avec l'évolution, ils peuvent donc avoir une diminution de la transparence et associer à la microsphérophakie et associer à l'ectopie une cataracte. Tant que le cristallin il est clair, on peut ne pas opérer, surveiller, sauf si le cristallin il va tomber, donc on va l'opérer, on va anticiper cette complication-là, mais sinon il faut les surveiller la tension de l'œil, donner des traitements médicamenteux. Sinon, bien sûr, les prendre en charge convenablement. Il ne faut pas oublier de faire bénéficier ces enfants-là d'un examen général. Avant de finir ce cours sur les pathologies du cristallin, la cataracte, l'ectopie et la microsphérophakie, je vous donne une idée sur l'histoire de la chirurgie de la cataracte. Parce que la cataracte, elle est connue il y a 4000 ans. 4000 ans avant cette époque. Donc, on a su que la malvoyance, elle peut être secondaire à la cataracte. Il y a des gens qui ont remarqué qu'il y a donc une lueur blanche au niveau de l'œil qui va donner cette malvoyance. Et au départ, on va faire
on a eu le cours à une bascule de cristallin, d'accord, qui va entraîner donc une récupération de l'acuité visuelle. Mais si on voit ce schéma-là, 2000 ans, donc avant Jésus-Christ ici, et vous voyez abaissement du cristallin jusqu'à la phacoémulsification, jusqu'à maintenant en 2013, on a créé également le laser, on peut opérer le malade par du laser. Vous voyez ici l'évolution de la chirurgie de la cataracte, l'évolution de l'exploration généralement ophtalmologique. Donc, et peut-être plus tard, on verra tout à l'heure, plus tard, on verra des évolutions et des progrès concernant la chirurgie de la cataracte. Là, un cas de chez nous, c'est vrai, nous avons connu pas mal de progrès, mais malheureusement, il y a encore des cas de cataracte vraiment qui sont anecdotiques. Vous voyez ce cas-là? Ce cas-là, c'est une patiente qui est âgée de 80 ans qui m'a été adressée par un médecin ORL. Voilà, il me disait, voilà docteur, il y a une femme que j'ai examinée. Bon, je lui ai demandé un scanner pour un problème de la fosse nasale et je découvre au niveau de l'œil, ici, un corps étranger intraoculaire. Alors, quand j'ai vu la femme, je l'ai examinée, donc il n'y avait pas de traumatisme. Donc, il n'y a aucune notion de traumatisme, il n'y a aucune plaie qui a permis la pénétration de corps étranger intraoculaire. Et je l'ai examiné à la lampe à fond et je suis tombé sur ce cristallin vraiment cataracté, opacifié. C'est carrément, c'est de l'os. Bon, j'ai enregistré, ça fait un peu longtemps. Ça ne marche pas. Mais dans tous les cas, j'ai enlevé ce cristallin-là et c'était un cristallin vraiment opacifié et j'ai appelé ça une cataracte ossifiée. C'est pratiquement de l'os. Vous voyez, malgré le progrès et l'évolution de la cataracte, on voit encore des cas anecdotiques, vraiment des curiosités scientifiques, c'est-à-dire des cataractes blanches totales avec des malades aveugles. Et quand on voit les progrès de la chirurgie de la cataracte, du diagnostic de la cataracte, et on peut être vraiment pessimiste. Et je finirai sur une note optimiste. C'est que dans l'avenir, peut-être, on va opérer des cataractes à distance, c'est-à-dire avoir des machines, avoir des prototypes pour assurer cette télémédecine ou la téléchirurgie, c'est-à-dire on peut opérer un patient à distance. C'est-à-dire moi, je suis à Sfax, je peux opérer un malade qui est à Gabès ou un malade à Tunis que j'opère ici par télémédecine. Et maintenant, on a essayé de faire ça sur des cobayes, sur des animaux, et ma foi, ça a bien marché, aussi bien en ophtalmologie que dans d'autres spécialités, comme la chirurgie cardiaque ou d'autres chirurgies. Également, les implants qu'on met généralement maintenant, ce sont des implants en silicone ou ce sont des implants en PMMA. Peut-être dans l'avenir, on peut mettre une substance qui va détruire le cristallin cataracté et mettre une solution qui va dans le sac capsulaire, qui va conserver, donc donner l'aspect du cristallin et conserver une certaine accommodation. Donc, il faut être optimiste. Donc, l'avenir, peut-être dans 20 ans ou dans 50 ans, les jeunes maintenant qui sont en train de progresser en matière de chirurgie et de médecine vont peut-être avoir une révolution dans la chirurgie de la cataracte qu'on a déjà connue pas mal depuis une dizaine d'années. Et je vous remercie. Alors, j'attends de vous des questions. Si vous avez des questions sur les cataractes, l'ectopie, la microsphérophakie, la chirurgie, je suis là pour vous opérer. Vous pouvez ouvrir vos micros, vos caméras également, et je suis là pour vous répondre. Alors, Monsieur? Oui. Monsieur, bonjour. Monsieur, en fait, j'ai pas bien compris l'examen qu'on fait pour le diagnostic de cataracte. Qu'est-ce qu'on fait?
l'étude de la lueur pupulaire, comment on fait l'étude de la lueur pupulaire, ما فهمتهاش. ou l'examen aptitude de la thématique, l'examen pour le diagnostic positif ou... Alors, d'abord, pour faire le diagnostic, c'est l'interrogatoire. C'est la base. C'est interroger le patient pour avoir, parce qu'il y a des arguments, il y a des symptômes qui vont orienter vers la cataracte. D'accord. La baisse progressive de l'acuité visuelle, d'une façon bilatérale mais asymétrique. Nous sommes d'accord? Il n'y a pas de douleur, il y a juste une baisse progressive. Alors, si il n'est pas dans un box d'ophtalmologie, c'est facile, on peut prendre de la lumière comme ça, d'accord? Bon, ce n'est pas la lumière de téléphone, généralement, c'est l'ophtalmoscope. On va allumer et on va allumer, projeter de la lumière au niveau du globe oculaire du patient. D'accord? Et généralement, vous faites ça chez vous, généralement, quand on va illuminer l'œil, il y a une certaine lueur pupillaire. Quelque chose arrondi qui est rose. Parce que la lumière va pénétrer dans l'œil du patient et elle va être réfléchie au niveau de la rétine. Et cette réflexion de la lumière va aboutir à l'œil de l'ophtalmologiste qui va avoir une lueur rose de la rétine. Parce que finalement, on va illuminer la rétine qui passe de la lumière à travers le cristallin qui est transparent. Si cette lumière, si cette lueur pupillaire a disparu, il n'y a pas de lumière, donc on va dire qu'il y a un obstacle. Généralement, cet obstacle, c'est le cristallin, mais c'est un examen qui est insuffisant. C'est un examen de débrouillage. Nous sommes d'accord? L'examen clé, c'est la lampe à fente. C'est la dilatation de la pupille pour voir le cristallin, pour voir, bien sûr, les différentes coupes des cristallins et dire, voilà, c'est une cataracte totale, c'est une cataracte nucléaire, c'est une cataracte corticale. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, monsieur, merci beaucoup. Ah, c'est qu'avec ça. Oui, monsieur, pour le traitement des pathologies de stabilité et de forme, je n'ai pas bien compris le traitement. Si c'est surveillance et on fait la chirurgie que lorsqu'il y a des complications ou la chirurgie est... Bon, d'accord. On ne va pas opérer de suite. L'enfant, il est examiné à un âge préscolaire. Généralement, il n'a pas de signe. Généralement, c'est asymptomatique au départ. D'accord? Parce que ça commence, c'est vrai, c'est une maladie congénitale, mais ça, elle va se déclarer à l'âge peut-être de 10 ans, à l'âge de 7 ans, à l'âge de 8 ans. C'est pour cela qu'un examen ophtalmologique à l'âge préscolaire, qu'on fait systématiquement chez nos enfants, généralement à l'âge de 5 ans, l'enfant, on ne va pas lui permettre l'entrée à l'école, sauf avec cet examen ophtalmologique fait par l'ophtalmologiste. Généralement, ça se fait dans les cabinets privés, à l'hôpital ou au centre d'hygiène, il y a un ophtalmologiste scolaire. On va examiner cet enfant, on va le dilater, on va faire le fond de l'œil, on va faire l'acuité visuelle. Parfois, on tombe sur une ectopie ou sur une microsphérophakie. On ne va pas l'opérer directement. S'il a une bonne acuité visuelle, si l'ectopie est stable, d'accord, elle est stable. Si la microsphérophakie n'a pas entraîné une hypertonie oculaire, donc on va le laisser tranquille. Parce que là, il ne faut pas enlever un cristallin qui fonctionne. Il a une menace. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il a une menace d'avoir une hypertonie oculaire? On va le traiter médicalement et chirurgicalement. D'accord? Donc, c'est la surveillance. Mais tôt ou tard, l'enfant, tôt ou tard, cet enfant-là, qui va être suivi, tôt ou tard, à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, il va être opéré d'office. Nous sommes d'accord? Parce que l'ectopie ou la microsphérophakie vont évoluer vers des complications s'ils ne sont pas traités et surveillés. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur? Oui? Docteur, en fait, à propos de ma collègue, la lampe à fente, c'est pour le diagnostic positif. Ou l'échographie B, c'est pour le retentissement. Il y a une mouche obligatoire, l'échographie. Alors, l'échographie, si on est arrivé à examiner le fond de l'œil par l'ophtalmoscope ou par le verre à 3 miroirs, un examen spécialisé, parce que la cataracte n'est pas totale. Si on est arrivé à voir tout le fond de l'œil, ce n'est pas la peine de faire une échographie. Mais si on n'est pas arrivé à examiner le fond de l'œil, avant d'opérer le malade, il faut avoir une idée sur le fond de l'œil. Allez, parce que imaginez qu'il y a un décollement de rétine. Imaginez qu'il a une tumeur intraoculaire. Et on l'a opéré. Il n'a pas récupéré.
يقول لك علاش انا عملت العمليه et puis j'ai pas revu. تقول له خاطر عندك un décollement de rétine. Donc on aurait dû le dire avant la chirurgie. Mais c'est plus grave quand il s'agit d'une tumeur maligne telle que le mélanome malin de la choroïde. Le mélanome malin de la choroïde doit être diagnostiqué. Donc vraiment avant la chirurgie. Parce que là, la chirurgie peut l'aggraver. Qu'on ait une tumeur maligne localisée qu'on peut traiter par de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. On ouvre le globe oculaire pour opérer. C'est un coup de fouet pour cette tumeur-là et ça devient très grave. Donc, c'est pour cela qu'on va faire une échographie B systématique. Nous sommes d'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres examens? Monsieur? Oui. Monsieur, femme a des cataractes inopérables? Ah, la cataracte inopérable, bon, tout est... On peut opérer tout, il n'y a pas de souci. On peut opérer. Là où il y a un cristallin qui est cataracté, on peut l'opérer. Mais voir, est-ce qu'il y a un résultat? Bon, si le patient il a une cataracte, mais il ne perçoit rien du tout, mais il a une cataracte intumescente, qui lui donne vraiment, qui lui fait beaucoup de mal, beaucoup de douleur, on va l'opérer juste à but antalgique. Mais si la cataracte elle est totale, elle n'est pas algique, et il y a un décollement derrière, donc le patient ne va pas récupérer. Donc ça ne sert à rien de l'opérer. On va l'opérer, il n'a pas mal, il ne va pas récupérer, donc, mais tout est opérable, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci, tout est opérable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Monsieur? Vous avez bien compris? Monsieur? Oui. S'il vous plaît, j'ai pas bien compris la différence entre. J'ai pas bien compris la différence entre cataracte totale et cataracte évolutive ou partielle. Ah, c'est facile. La cataracte totale, c'est une perte de transparence totale du cristallin. Et la cataracte partielle, c'est une cataracte où on peut, c'est comme vous voyez devant vous un voile, un rideau transparent, mais ce n'est pas très net. Mais la cataracte, elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle va évoluer vers l'aggravation. Maintenant, elle est transparente, c'est une cataracte qui est partielle, elle va automatiquement se totaliser. D'accord? De toute façon, si le patient il a une acuité visuelle, donc c'est une cataracte qui est partielle. Si le patient il a perdu l'acuité visuelle, c'est une cataracte totale. Bien sûr, due au cristallin. Nous sommes d'accord? Oui, monsieur, d'accord. Monsieur? Oui? Monsieur, je n'ai pas compris pourquoi la microsphérophakie peut évoluer vers la cataracte. Le cristallin se pacifie au fil du temps. C'est une bonne question avec ça. C'est une bonne question parce que c'est vrai, on ne l'a pas su. On n'a pas juste maintenant, il y a des hypothèses. Il y a des hypothèses qui vont peut-être expliquer pourquoi la microsphérophakie se pacifie. Peut-être parce que le cristallin, il a une forme arrondie comme ça. D'ailleurs, tchoufou la zonule même sans dilatation, parce qu'il a une petite... Donc, il y a un petit rayon. Peut-être le mouvement entre l'humeur aqueuse et le cristallin. Il y a également le passage, parfois, du vitré dans la chambre antérieure. Il va accélérer quand même l'augmentation de la teneur d'eau. Également, il y a, parce que là, il faut dire qu'une hypothèse qui est très plausible, qu'il y a toujours un contact entre l'iris et le cristallin, parce qu'il a un diamètre qui est très petit. Donc, il y a un rayon où le contact entre l'iris, parce que généralement, le cristallin et l'iris, il n'y a pas de contact, il y a un espace virtuel. Quand il y a un contact, un frottement, ce frottement-là va altérer l'épithélium antérieur du cristallin, l'humeur aqueuse va pénétrer davantage et entraîner donc une hypertonie et une cataracte. C'est bien, ça prouve que vous avez bien saisi et bien compris la leçon. Hein. C'est très bien là. Merci, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, j'ai une question, mais ce n'est pas vraiment spécifique du cataracte. Est-ce que معناها la différence entre myopie ou baisse de l'acuité visuelle, la myopie تتصلح باللي lentilles ou le baisse de l'acuité visuelle ما تتصلحش حتى باللي lentilles ولا غلط؟ Alors, s'il s'agit d'une myopie isolée, sans cataracte, bien sûr,
la lentille de contact, elle peut le corriger, les lunettes, le laser, le LASIK, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a une myopie associée à une cataracte, la lentille ne va pas corriger parce que la cataracte, c'est dans l'œil. Le cristallin, c'est dans l'œil. Opacification, dans l'œil. Donc, il faut, bien sûr, traiter la cataracte quand elle est totale. On essaie de corriger cette myopie résiduelle, la myopie d'indice de cristallin, mais c'est une myopie qui est transitoire, c'est-à-dire qu'elle va s'aggraver. Nous sommes d'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Alors, je vous remercie pour votre confiance, pour votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup.